première partie sur l'illusion lyrique du printemps 1848, l'apprentissage de la démocratie politique et sociale. Et d'abord une présentation du gouvernement provisoire dans une première sous-partie. Alors, première précision quand même aussi, il faut savoir que tous les acteurs de cette période de 1848 ont écrit leurs souvenirs et décrivent la période à laquelle ils ont participé. Des faits ont été souvent enjolivés, voire inventés a posteriori. Et c'est notamment souvent le cas, par exemple, de Lamartine. On est dans un climat de fête républicaine, d'enthousiasme collectif, d'illusion lyrique, comme on l'a appelé, qui accueille donc ce gouvernement provisoire. Les obsèques des 138 martyrs de la Révolution de février sont célébrées le 4 mars par un cortège impressionnant aux accents de la Marseillaise. Les fêtes républicaines sont teintées de la mystique fraternelle du christianisme et on voit des prêtres bénir les arbres de la liberté. Et là aussi, c'est par rapport à 1789 quelque chose de très nouveau, cette mystique christique. On assiste à une floraison aussi de clubs politiques, exactement comme en 1789, surtout chez les radicaux et les socialistes. Donc vous avez quelques exemples. Donc, le club des Amis du Peuple de Benjamin Raspail, la Société fraternelle centrale d'Étienne Cabet, le Club de la Révolution d'Armand Barbès, la Société de la Voix des Femmes fondée par Eugénie Niboyer, et en parallèle de ces clubs apparaissent aussi une multitude de journaux. Donc vous avez par exemple Le Populaire de Cabet, L'Ami du Peuple de Raspail, Le Représentant du Peuple de Proudhon, ou La Cause du Peuple de George Sand. On voit aussi dans les appellations cette insistance sur le mot peuple, justement. Cet aspect utopique et pacifique est moins marqué en province. Dans les centres industriels, le ludisme, c'est-à-dire la destruction des machines, est très présent, comme à Lyon, où les canuts se révoltent. Le château du banquier Rothschild à Suresnes est incendié, ainsi que la filature Croutelle à Reims. Les travailleurs étrangers, accusés de voler le travail des Français, sont contraints au départ, tels les mineurs belges de la Grande Combe. Mais la masse de la population est effrayée par ce qui lui rappelle la Grande Peur de 1789. Le gouvernement provisoire est une coalition entre les républicains modérés, autour du national, et les socialistes, autour de la réforme. On y trouve notamment Lamartine, Arago, Crémieux, Ledru-Rollin, Garnier-Pagès, Marrast, Louis Blanc. Les 11 gouvernants ont des titres différents, ministres ou non, mais toutes les décisions sont signées des 11. Plusieurs grandes administrations sont confiées à des hommes qui n'appartiennent pas au gouvernement, comme Hippolyte Carnot, qui hérite de l'instruction publique, le général Bedeau à la guerre, ou Victor Schœlcher aux colonies. Autre personnage important, à la préfecture de police, on va nommer Cossidière. Le président de ce gouvernement, Jean-Charles Dupont de l'Eure, n'a qu'un poste honorifique, mais il est loin d'être une potiche. Ancienne figure du directoire, il apporte une légitimité historique à ce gouvernement. Et donc, quelles vont être les premières mesures de ce gouvernement, justement en termes de démocratie politique et sociale? Alors, d'abord, la République est proclamée le 25 février et le gouvernement refuse que le drapeau rouge devienne son emblème. Le fameux discours de Lamartine est vraisemblablement réécrit a posteriori. Donc, vous avez un extrait de ce discours. Les principales mesures montrent une intense activité, souvent symbolique, pour aller vers une république démocratique et sociale. Entre le 26 février et le 12 mars, les principales mesures sont l'abolition de l'esclavage dans les colonies, le 27 avril 1848, et l'abolition de la peine de mort pour délit politique, pas en matière criminelle, pour délit politique. La liberté de la presse, le suffrage universel masculin, donc le 2 mars, qui porte du coup le nombre d'électeurs à 9 millions d'électeurs, et la garde nationale ouverte à tous. Hippolyte Carnot, au ministère de l'Instruction publique, prévoit la gratuité et l'obligation scolaire jusqu'à 14 ans, mais cette mesure n'a pas le temps de se mettre en place
et il va seulement réussir à ouvrir une école normale chargée de former les instituteurs, instaurer la gratuité des grandes écoles et créer une école d'administration, une sorte d'ancêtre de l'ENA. Sous la direction de Louis Blanc, une politique sociale semble s'ébaucher, avec notamment l'abolition du marchandage, c'est-à-dire la sous-traitance des ouvriers, la réduction de la journée de travail, qui passe à 10 heures à Paris et 11 heures en province, et la création des fameux ateliers nationaux pour procurer du travail aux chômeurs parisiens. Mais faute de travail à accomplir, les ateliers ne remplissent plus qu'une fonction charitable, bien éloignée de leur objectif de départ. Il n'obtient pas la création du ministère du Travail, tel qu'il l'aurait souhaité, mais il y a la création d'une commission pour les travailleurs qui siège au Palais du Luxembourg, et on l'appelle plus souvent donc la Commission du Luxembourg. Face à la crise économique, à la fuite des capitaux vers l'Angleterre et la Russie, et pour atténuer la peur de la bourgeoisie devant l'effondrement de la rente, Garnier-Pagès fusionne les banques de province avec la Banque de France, qui devient l'unique lieu d'émission monétaire. Cette réforme est à l'origine d'une mutation décisive du capitalisme français qui porte ses fruits sous le Second Empire. Mais il n'arrive pas à combler le déficit budgétaire et il n'arrive pas à faire repartir la machine économique. Le 16 mars, il est contraint d'augmenter les impôts de 45% en créant une taxe de 45 centimes pour chaque franc de contribution perçu, ce que ne lui pardonne pas le monde paysan. Et donc on va voir comment cette démocratie entre en action, avec notamment les élections de 1848 et la revanche des conservateurs. On l'a vu, la principale innovation politique du gouvernement provisoire, c'est la mise en place du suffrage universel masculin. Ce gouvernement a abaissé l'âge électoral à 21 ans et l'éligibilité à 25. Le scrutin de liste départementale veut limiter l'influence des notables. On vote pour une liste, une sorte de parti, si vous voulez, entre guillemets, mais pas pour un homme. La seule condition pour être représentant du peuple est de recueillir au moins 2000 voix. Outre les femmes, quand absentes du débat électoral, on exclut les repris de justice et les fous. L'organisation de ces élections montre les divisions du gouvernement. Les socialistes autour de Barbès et de Blanqui veulent repousser la date pour éduquer le peuple à la démocratie, alors que les modérés, soutenus par la garde nationale, ne le souhaitent pas. Les élections ont donc lieu le 22 et 23 avril au scrutin départemental de liste avec un taux de participation de 84%. Les élections ou consultations se succèdent jusqu'à décembre, ce qui permet de s'acclimater avec cette nouvelle pratique. Les structures d'une politique de masse se mettent en place. Tracts, affiches, comités locaux, réunions publiques, tournées électorales. La liberté et le secret du vote ne sont que très relatifs. Pour les élections d'avril, il y a beaucoup d'improvisation. Les bulletins n'ont pas pu être imprimés, donc chacun doit rédiger sa liste, alors que la plupart sont illettrés. Ce sont les républicains modérés qui sortent vainqueurs de ce scrutin avec 500 sièges sur 850. Les socialistes en ont une soixantaine, dont Louis Blanc et l'ouvrier Albert, et les orléanistes et légitimistes catholiques, environ 300, dont 200 orléanistes comme Odilon Barrot ou Charles de Rémusat, et 100 légitimistes, plutôt dans l'ouest de la France. On compte aussi 5 bonapartistes, dont 3 neveux de Napoléon Ier. Le 10 mai, le gouvernement est réduit à 5. Ce sont les Pintarques, tous modérés, Lamartine, Arago, Garnier-Pagès, Marie et Ledru-Rollin. Le 15 mai, profitant d'une manifestation de solidarité avec le peuple polonais, les socialistes tentent de faire pression pour une insurrection qui finit par l'arrestation des chefs de cette gauche socialiste, avec l'arrestation donc de l'ouvrier Albert, de Barbès et de Blanqui. La bourgeoisie et le monde rural s'inquiètent, ce qui favorise le retour des conservateurs. Ainsi, lors des élections complémentaires de juin, destinées à pourvoir les sièges laissés vacants par ceux élus dans plusieurs départements, les conservateurs triomphent, comme Adolphe Thiers ou Mollet.